Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors vous ne serez pas surpris si je vous dis que dès la préhistoire, on a vu des dessins érotiques. L'érotisme, oui, c'est sans doute aussi ancien que l'humanité, mais comme elle, eh bien, l'érotisme a évolué, tout comme la pornographie d'ailleurs. Le langage sexuel aussi, les mots du sexe ne cessent d'évoluer. Alors je sais bien que la pornographie est assez décriée aujourd'hui, mais personnellement je ne suis pas censeur. Et je ne crois pas que ce soit la censure de toute façon qui réglera quelques problèmes. En revanche, il est peut-être intéressant de comprendre à quoi ça sert l'érotisme, parce que il me semble quand même que ça permet à l'humain d'améliorer sa sexualité. Et on va essayer aussi de mieux comprendre sa relation avec son sexe et ceux des autres d'ailleurs, grâce à l'érotisme. Et tout ça, c'est en compagnie de Philippe Breneau, parce que qui d'autre que lui pour nous expliquer à quoi sert l'érotisme et en quoi le langage sexuel a évolué depuis la nuit des temps. Alors si vous avez envie d'évoquer vos souvenirs érotiques, si vous avez envie de nous dire quels sont les mots du sexe qui vous excitent, eh bien je vous invite à venir nous rejoindre, et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Philippe Breneau, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors vous avez beaucoup de casquettes, hein. Vous êtes psychiatre, anthropologue, sexologue, et vous êtes également collectionneur, Oui. collectionneur d'ouvrages et d'objets érotiques. Et justement, mercredi qui vient, donc à 14h, il y a une vente érotica, donc d'objets. On les appelle comme ça. Érotiques, donc, notamment une grande collection de Michel Simon, l'acteur, Oui, qui était un grand collectionneur. Alors, cette vente, c'est chez Adair, la société de vente aux enchères. C'est une des plus Paris. vieilles de Paris, elle est du XVIIe siècle, de 1650 je crois. Formidable. Donc il y a des ventes aux enchères depuis longtemps, et il y a très rarement des ventes qu'on va dire érotiques. Qu'est-ce que c'est? Il n'y en a pas une par an, pour tout un tas de raisons. D'abord, il y a peut-être peu de collectionneurs. D'abord, c'est quelque chose qui va se garder dans les collections. Et puis aujourd'hui, par exemple, cette vente là chez Adair, du fait de la loi de protection pour la jeunesse, effectivement, elle est protégée. C'est-à-dire que lorsque vous regardez une vente aux enchères, vous pouvez regarder le catalogue en ligne notamment. Eh bien, effectivement, à la place des images, il y a un descriptif, mais à la place des images, il y a interdit aux moins de 18 ans, parce que ça, c'est une protection et on doit y faire attention. Mais ces collections sont toujours appelées... Alors, ça s'appelle Erotica, ça s'est appelé Curiosa, parce qu'on me disait c'était des collectionneurs de curiosités. Et simplement pour raccrocher avec ce que vous venez de dire, Brigitte, sur l'évolution du langage, et puis sur l'évolution des comportements, à quoi ça servait au XVIIe siècle, au XVIIIe, des textes. Il y avait d'abord des textes érotiques qui était sous le manteau, parce qu'il y avait à l'époque l'Église qui était très vigilante. Il faut rappeler aussi, d'ailleurs, c'est grâce à Jean-Jacques Pauvert que j'ai beaucoup étudié tout ça. La France est le premier pays à avoir publié des œuvres érotiques bien avant des tas de pays qui... Dans les années 1950, parce que c'était encore puni par la loi, Jean-Jacques Pauvert a été un des premiers, notamment il a été le premier éditeur de Sade. Les textes de Sade étaient interdits depuis le XVIIIe siècle, alors que Sade a été extrêmement lu de son vivant, c'était peu connu, mais c'était sous le manteau, parce que Sade est un grand écrivain, au-delà de la dimension sexuelle, c'est un écrivain des limites, des pulsions. C'est aussi un grand philosophe, en fait. C'est un philosophe. Moi, je ne suis pas fan de tout ce qu'il raconte sur le plan sexuel, mais en revanche, certaines de ses pensées philosophiques sont très, très intéressantes. C'est un libertin, en quelque sorte. Et bien sûr, et dans ses collections notamment, il y a pas mal de textes de Sade, parce que qu'est-ce que provoquent ces textes? De l'excitation à la lecture, de l'excitation en les regardant, et que ça soit au 19e, que ça soit même au 20e, jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas de représentation du sexe en dehors des maisons closes, bien sûr, où on l'agissait, et puis de ces représentations. Alors, ces Curiosa, ces Erotica, eh bien, ce sont à la fois des représentations, certaines sont magnifiques, ça va être avec des grands peintres, d'ailleurs, une grande part
des peintres du 19e qu'on admire et même du 20e vont avoir une petite part cachée avec des représentations érotiques. Il y a beaucoup de choses chez André Masson, par exemple. Et cette dimension cachée est tout simplement la part normale d'un sujet, c'est-à-dire le sexe fait partie de la vie. C'était une époque où c'était interdit. Donc aujourd'hui, ça existe toujours dans des collections. Si des personnes sont intéressées, effectivement, c'est donc cette vente dans 3 jours, et puis on pourra peut-être mettre les coordonnées, peut-être sur le site. Simplement oui, bien sûr, sur le site de Sud Radio, on mettra les coordonnées. Voilà. En tout cas, c'est à Paris, mercredi à 14h, chez Adair, si vous avez envie. Et les curieux, puisque c'est des curiosas. Il y a vraiment de très très belles choses. Moi, j'ai la chance d'avoir fait le catalogue. Les curieux peuvent venir à l'exposition, parce que vous avez avant une vente aux enchères. Alors ça se place juste à côté de Richelieu-Drouot, c'est dans ce quartier. Mais vous verrez donc la société de vente Adair qui va présenter les collections. C'est-à-dire quand vous venez toute la journée de demain mardi et mercredi matin, puisque la vente c'est le mercredi après-midi, eh bien il y a effectivement ces pièces que chacun peut observer, peut même toucher avant la vente pour s'ils sont intéressés. Mais en tout cas, c'est simplement des objets, souvent de très belle qualité, et alors qui permettent, on va en parler sûrement avec Brigitte, qui permettent de réveiller des fantasmes, qui permettent à l'imaginaire, et très souvent... Oui, je crois que c'est ça aussi qu'on va essayer de faire comprendre à ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'on a tous une sexualité qui s'est installée et qui, quelque part, a tendance à ronronner. Et l'érotisme peut justement ouvrir, entreouvrir d'autres perspectives, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Alors on va avoir l'occasion d'en parler là, pendant ces 2 heures, mais essayer de comprendre la place aujourd'hui de l'érotisme par rapport à la pornographie. Bon, alors ça c'est la grande question. La pornographie. On va pas le faire en 1 minute, mais on va y revenir dans l'émission parce que c'est évident. C'est une grande question. Il est évident que la pornographie, surtout en ce moment, elle est très décriée suite à ce rapport qu'il y a eu la semaine dernière. Mais en même temps, l'interdire de toute façon, c'est totalement utopique. Sûr. Et puis elle est à l'image de la société. Enfin, je veux dire, on voit bien que la pornographie au fil des années a été de plus en plus violente. C'est vrai. Parce que quelque part, elle va montrer... moi, j'ai tendance à dire que c'est le dernier rempart du machisme, la pornographie. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et quelque part, elle est là aussi, j'allais presque dire libératrice peut-être de certaines pulsions masculines qui peuvent... et pourquoi vouloir l'interdire ? En revanche, protéger les jeunes, évidemment. Oui, mais avec le fait que la pornographie contient certainement une grande part d'érotisme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de couples ou d'individus qui vont chercher de l'érotisme dans la pornographie parce que l'érotisme n'existe pratiquement plus. On pourra en parler, il y a eu un combat, moi je vais dire au début des années 90. On a très bien vu, et moi je réponds à beaucoup de journalistes pour des interviews, je me souviens le nombre d'interviews qu'il n'y avait pas dans les années 80, qui était que pensez-vous de érotisme ou pornographie ? À l'époque, on allait le définir. Mais aujourd'hui, on ne parle plus d'érotisme. La pornographie a gagné parce que tout simplement, c'est trop compliqué la voie vers l'érotisme tel qu'il était pratiqué, c'est-à-dire les pulsions avec justement retenue, et d'ailleurs c'est ce qui va permettre le désir, très souvent le dévoilement progressif, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes générations, dans une enquête que j'avais faite il y a une dizaine d'années, j'avais été étonné que les plus jeunes, et notamment les femmes, à une question que je posais qui était qu'est-ce qui vous intéresse le plus ou vous excite le plus, l'érotisme ou la pornographie ? Il y en a plusieurs qui avaient répondu je ne vois pas la différence. Et ça c'est compliqué parce que aujourd'hui le mot érotisme n'est pas compris. Oui, on va essayer de le comprendre. Alors l'idée de cette émission, c'est aussi à l'occasion de la sortie de ce livre aux éditions Le Robert de Camille Aumont-Carnel. Ça s'appelle Les mots du cul, manifeste joyeux des sexualités. Et en même temps, c'est pourquoi je n'ai pas spécialement eu envie de l'inviter, c'est presque
presque un peu vulgaire. Et je trouve que moi, je ferais cette différence-là, c'est que l'érotisme n'est jamais vulgaire. Et c'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui, c'est de reparler de sexe sans forcément utiliser des mots vulgaires. Je vais pas en citer quelques-uns qu'il y a dans ce livre, parce que j'avoue que j'ai toujours du mal à utiliser certains mots qui sont justement... enfin pour moi, hein, mais encore une fois c'est très relatif, c'est très subjectif. Parce que vous êtes très pudique, Brigitte. Mais absolument, tout le monde le sait. En tout cas, vous allez prendre la parole et vous allez dire si vous trouvez justement que les mots, quels mots vous aimez, qu'est-ce que c'est que l'érotisme pour vous. On en parle ensemble sur Sud Radio. Compagnie de Philippe Breneau, nous évoquons les mots du sexe et nous commençons avec vous, Cécile. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Cécile. Oui, je voulais partager en fait ma vision et mon expérience de l'érotisme à la différence. Alors moi, j'ai pas une expérience dans le porno, mais c'est quelque chose qui me semble important de délimiter, de dissocier, parce que l'érotisme, pour moi, il y a une notion très importante de consentement, de susciter Alors le ça, désir. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça, Cécile, parce que l'érotisme, si on élimine la question de la censure, et dans cette émission, pendant ces 2 heures-là, on va l'éliminer, parce que sinon on n'y arrivera pas, on peut très bien montrer un tableau d'une femme qui se fait un petit peu agresser sexuellement, mais que ce soit tellement magnifique que ça soit. Vous voyez, moi je pense par exemple au film, ça s'appelait La Bête, je crois, du metteur en scène qui commence par un W, mais son nom m'échappe. Bref, c'était quand même assez violent. C'était une femme qui se faisait baiser par une sorte de bête. On ne peut pas dire qu'elle était totalement consentante. Et en même temps, ça a suscité chez beaucoup de femmes des fantasmes et quelque chose, et de l'excitation, vous voyez. Donc, le mot consentement, moi, je crois qu'il faut aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser. Il y a aussi une chose, c'est qu'un film s'approche plus peut être considéré comme un fantasme, plus qu'une réalité. Une femme qui se fait baiser par un animal, ça peut exister bien sûr, mais là il y a quelque chose du symbole, et alors c'est ça qui est très compliqué avec aujourd'hui, donc les prudences qu'on doit avoir, ça c'est évident par rapport à l'agression sexuelle, mais d'un autre côté, ce qu'il faut dire, et qui ne peut se dire qu'entre adultes, c'est que par rapport au fantasme, notamment au fantasme féminin, l'un des plus fréquents, alors je le répète, mais ça existe toujours, c'est quand même le fantasme de viol, mais lorsqu'on va dans le détail, puisque je l'ai fait notamment dans une étude sur 3400 femmes, la plupart de ces femmes disent c'est un fantasme, mais j'ai pas du tout envie de me faire baiser entre guillemets par 50 hommes de suite, j'ai envie de me faire prendre par le prince charmant. C'est-à-dire que derrière quelque chose qui peut paraître de la violence, il peut y avoir de l'excitation, on reste dans le fantasme, mais il ne faut pas que ça passe dans la réalité, voilà, c'est tout. Mais effectivement, au niveau de l'image, ça doit être possible. Vous comprenez, Cécile ? Ah oui, tout à fait, oui. Je voulais simplement, moi, parler de l'érotisme et de ce que c'était pour moi, de ce que ça représentait. Merci déjà, parce qu'au moins, on voit qu'il y a encore des personnes qui connaissent le mot, et ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est, Cécile, l'érotisme, tiens ? L'érotisme, pour moi, ça serait comme un voile caché. Vous voyez, un voile un peu transparent qui inviterait l'autre ou les autres à prendre le temps, à aller vers un peu quelque chose de l'ordre de délicieux. Alors avec des notions qui peuvent être plus tard ou dans un second temps avec une forme de pourquoi pas de violence ou d'être bousculé, mais il y a toute une approche, toute une phase où on est dans le fait de susciter, de susurrer, d'employer un certain langage, certains mots qui vont être imagés, voilà. Peut-être au fond, vous êtes une grande romantique.
Je pense, mais pas que. Mais voyez, notre érotisme traduit une part de nous qui de toute façon est différente suivant les individus. Et sans doute que chez vous, il y a cette part vous voulez bien être un petit peu bousculé, mais avec les formes. Tendrement. C'est un peu ce que je vous évoquais. Avec le fait, Cécile, que dans vos termes, c'est très intéressant, vous avez commencé par dire l'érotisme, c'est prendre le temps. Et c'est très vrai que la dimension de la progressivité dans l'approche amoureuse de l'érotisme est assez différente notamment de la pornographie dans les films que l'on peut voir facilement en ligne. C'est-à-dire on arrive très vite, sans trop de préliminaires, à une nudité qui est agie. Et effectivement, vous parlez d'un dévoilement progressif, de sensualité, et vous avez utilisé un terme qui est suscité. Moi, j'ai l'habitude de donner une définition de l'érotisme, c'est celle que je dis à mes étudiants de donner, puisqu'ils en parlent à leurs patients. L'érotisme, c'est certainement le fait de susciter de l'intérêt de la part d'un partenaire. C'est-à-dire, c'est simplement le fait de réveiller la pulsion d'excitation chez le partenaire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va passer de l'un à l'autre, une interaction. C'est le partenaire à qui je propose un certain nombre de choses qui vont permettre de créer, c'est une co-création à deux. Quelque chose comme ça. C'est pour ça que susciter, je crois que vous avez raison. Ouais, moi, vos mots sonnent justes parce qu'il y a cette part de, ça se construit, ça se co-construit. Effectivement, il y a peut-être des postures qui s'interchangent au fur et à mesure de l'histoire avec la construction, parce qu'en fait, l'érotisme aussi, pour moi, c'est une histoire qui se déroule. C'est un conte je vais reprendre le terme, mais qu'on dévoile au fur et à mesure. C'est un imaginaire qui va prendre forme avec un vocabulaire particulier, avec peut-être une vestiture particulière, avec un cadre aussi, un environnement qui va favoriser l'émergence, des fantasmes, des pulsions, d'une excitation. Et alors vous avez, vous, par exemple, une œuvre ou un film érotique qui vous a particulièrement marqué, excité ? J'ai pas une bonne mémoire. Non, donc, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai lu beaucoup de choses, mais je vais pas être capable de vous donner quelque chose. Mais par contre, si vous avez dit encore des mots très importants, là vous avez parlé d'image, tout à l'heure de langage imagé, de créer des fantasmes, c'est-à-dire qu'en définitive, quelque chose qui se déroule par rapport à une symbolique de cet érotisme. C'est-à-dire, vous dites ça passe par des images, par des situations que l'on vit et que l'on crée ensemble. Oui. Merci en tout cas, Cécile, de cet échange, et on continue bien sûr avec vous. Vous pouvez évidemment parler de pornographie si c'est ça qui vous excite, et si c'est ça l'érotisme pour vous, on est évidemment tout à fait ouvert. Participer, bien sûr, oui. Nous sommes en compagnie de Philippe Breneau, nous parlons d'érotisme, et à ce sujet je précise qu'il y a une vente d'objets érotiques très rares qui a lieu mercredi le 4 octobre à 14h chez Adair, mais vous pouvez dès demain aller voir, et il y a notamment la grande collection de Michel Simon. Thomas, bonjour. Bonjour Brigitte, Thomas. bonjour Philippe. Très content d'être parmi vous. Merci Thomas, mais nous on est ravis de vous écouter. Très bien, donc on parlait justement de tous ces mots qui peuvent prêter à l'excitation, et je trouve que pour moi c'est aussi important d'avoir un peu ce vocabulaire-là. Alors il est aussi pour moi important de faire la différence entre les deux, entre le jeu de l'intime et je dirais
le moment commun, le moment, moi je sais pas, le moment public, pour moi, il me serait entre guillemets malvenu de parler avec des mots un peu qui peuvent être vulgaires ou des mots peut-être un peu crus comme ça. Moi, mais ce que vous dites est essentiel, évidemment. On peut traiter une femme de salope au moment du coït parce qu'il y a une sorte d'excitation et elle peut être excitée de l'entendre. Si on lui dit à froid un soir à un dîner mondain, ça risque d'être très très mal vécu, on est d'accord. Peut-être mal perçu, mais je pense que voilà, dans des moments comme ça, même je pense que avec le regard qu'on a de l'autre, avec tout le respect qu'on peut avoir dans une relation intime, et avec le respect qu'on peut avoir dans la relation en tant que telle, je pense qu'il y a une vraie note et une différence à noter au moment de l'acte et après. Et je trouve que, pour moi, entre guillemets, l'acte sexuel, c'est vraiment c'est ce que disait, c'est un imaginaire, un conte, mais c'est pour moi, un jeu où pour moi, entre guillemets, ce qui m'excite, c'est d'aller, de redéfinir un peu ces codes-là de la bien-pensance et d'aller le plus loin possible, d'aller dans des jeux un peu SM ou des choses comme ça. Mais c'est surtout après de pouvoir revenir à quelque chose de plus normal, de plus respectueux, de plus amoureux, de plus chaleureux. Et je trouve que c'est quelque chose qui pour moi est important. Et même je trouve que ça enlèverait de l'excitation à partir du moment où il y a des mots crus qui sortent de leur contexte, finalement ça dégage pas les mêmes choses. Et je crois que chez moi, il y a ces deux mondes où le monde commun, le rapport à l'autre, le respect, etc. Et puis on peut changer dans le contexte du jeu, de l'intime. Mais je vais vous dire, Thomas, moi je suis ravie de vous entendre et je peux vous dire que vous avez de la chance parce que vous avez une capacité justement à vous laisser emporter dans votre imaginaire érotique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et ça nourrit certainement beaucoup votre sexualité, votre désir et votre excitation. Et puis vous y avez pas mal réfléchi, certainement, Thomas, parce que, je sais pas, vous faites presque un discours sur les niveaux de la langue de l'intime. C'est très vrai, je trouve intéressant le terme de vulgaire. On l'a oublié aujourd'hui, mais c'était la langue du peuple, le vulgaire. Et je me souviens très bien d'un passage de Montaigne dans ses essais, et qui disait « Ne m'envoyez pas trop ». Que par moment, pour les choses importantes, et il va parler du sexe parce que Montaigne a beaucoup parlé, même ouvertement, de sexualité. C'est le premier à avoir parlé de masturbation dans la langue française. Et Montaigne va dire, je vais le dire dans la langue vulgaire, qui est la langue du peuple. Mais à l'époque, il y avait une langue des érudits, et notamment qui était contrôlée, notamment par la religion, et qui faisait, c'est une langue chaste. Après, il y avait un niveau de la langue vulgaire qui a peut-être un peu disparu aujourd'hui, puisque cet autre niveau dont vous parlez, c'est celui de l'intime. Et je crois qu'en évoquant ces différents niveaux, c'est une des choses les plus importantes, à mon sens, de ce qui se passe aujourd'hui, où beaucoup de gens, je vais me permettre de dire ça, ne sont pas très structurés, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quel est l'espace intime par rapport à l'espace privé et à l'espace public. Vous avez noté le public. Par exemple, il m'est arrivé d'entendre, il y a très peu de temps, dans le métro, quelqu'un qui, au téléphone, avait des mots de l'intime, ne se rendait pas compte qu'on était dans l'espace privé, un espace public, pardon, alors que même je pense qu'en privé ça ne se disait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous le dites bien, vous vous êtes construit avec, il y a des choses réservées, et c'est ce domaine réservé qui va laisser place à l'érotisme. C'est-à-dire parce qu'il y a des espaces où on ne dit pas la même chose. Entièrement d'accord avec ça. Je pense que justement cette part d'équilibre est extrêmement importante à préserver, et c'est le rapport aux autres aussi qui en découle. Et je crois que il y a tout ça à respecter, et voilà, moi je pense que si on va aller un peu plus loin, que justement cette parole qu'elle a, c'est en dépit de ce qui est à l'intérieur de chacun de nous. Je pense que une parole qui peut être construite, qui est entre guillemets le symbole de ce qui se passe au fond, quelqu'un qui est en colère, etc. à l'intérieur, forcément aura des mots un peu plus durs. Et je pense que juste
en ça, la parole doit être entre guillemets construite et doit être le parfait symbole de ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour moi déjà, il y a un rapport à la parole qui est important sur le symbole de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en plus, je pense que le fait de pouvoir ouvrir, de pouvoir avoir un moment de jeu, de l'intime, etc. Eh ben, c'est aussi pouvoir avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir profiter pleinement de l'acte sexuel. Pour moi, je pense qu'à partir du moment où on a une limite avec son excitation personnelle, et ben forcément, on aura un sentiment de presque de culpabilité, de quelque chose où on n'a pas exploré pleinement le profond de ses désirs. Et je pense que ça peut être limitant. Donc, pour moi, le rapport de la parole préservée, d'une parole belle, qui est chaleureuse, qui est généreuse, et après, si consentement et pour les deux personnes, eh ben on peut s'abandonner à quelque chose de... Là, évidemment, vous soulevez aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que dans le rapport sexuel, il y a évidemment le rapport au corps de l'autre, et puis il peut y avoir le langage, en effet, et là aussi, il peut y avoir une connexion parfaite, et puis il peut y avoir des mots de l'autre qui peuvent choquer, qui peuvent gêner, mais ça, c'est à voir au cas par cas, si je puis dire. Mais oui, parce que Thomas, vous avez évoqué un mot qu'avait évoqué Cécile qui nous parlait tout à l'heure, c'est consentement. C'est vrai aujourd'hui qu'on doit respecter, hein, on est tout à fait d'accord. Mais dans l'intimité, ça devient compliqué parce que le consentement, normalement, il doit être éclairé, c'est-à-dire qu'on doit savoir ce que l'on vit, et il doit être continu en termes juridiques. C'est-à-dire que ce que j'ai dit il y a 5 minutes doit être la même chose que ce que j'ai dit dans 10 minutes ou un quart d'heure. Et très souvent, on dit, mais j'étais consentant il y a un quart d'heure et je ne le suis plus maintenant. C'est vrai que c'est très compliqué parce que, comme vous le dites, il faut que ça soit consentant, mais on ne va pas demander un accord en permanence, alors qu'on est dans la libération des pulsions si on est en accord avec la personne. Et effectivement, comme le disait Brigitte, il peut y avoir des mots qui paraissent crus, qui paraissent... À ce moment-là, peut-être que l'autre personne... Est-ce que j'ai le droit de dire tel mot voilà. Et alors là, on perd c'est là que c'est compliqué. On est dans une période de transition, je crois, parce qu'il faut qu'on applique le respect du consentement, c'était évident, mais notamment en ce qui concerne la séduction, et comme vous le dites, l'acte intime, il y a une période de transition, mais il faut être quand même beaucoup plus libre. Ajoutons quand même que depuis enfin, il y a toujours eu énormément d'hommes qui respectaient le consentement. Hein, c'est pas, pas non plus penser que tous les hommes n'étaient pas dans ce respect-là. Et je pense, vu comment en parle Thomas, qu'il était il a toujours été dans le consentement. Merci Thomas en tout cas. On continue avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Alors 3 questions intimes et vous pouvez en poser une ensuite à Philippe. Première question, Christophe, vous êtes plutôt érotisme ou pornographie ? Érotisme. Oui, oui. C'est le jour. Non, mais c'est non, mais après le problème c'est que même ça, j'ai déjà regardé le porno, ça, je dis pas le contraire, mais même dans le porno, si ça va trop vite, c'est trop. Vous préférez. Il n'y a plus d'histoire comme dans les années 90, on va dire. D'accord. Deuxième question. Si vous étiez un animal sexuel, quel animal seriez-vous ? Bon, je vais dire le lion. Le lion, pourquoi ? Parce que vous êtes assez soumis, vous n'êtes pas dominant, non ? Parce que il est très fainéant, hein, le lion sexuellement. Mais il y a un petit côté feignant, mais côté bestial aussi, alors. Oui. Bon, alors, vous réviserez la sexualité du lion. Je suis pas sûre que ce soit la vôtre. Ah, d'accord, ok. Mais mais c'est le roi des animaux, donc il peut avoir plusieurs lionnes, le lion. N'est-ce pas ? C'est vrai aussi ça. Et dernière question. Est-ce que en cas d'infidélité, vous pardonnez ou vous quittez ? Non, mais la question ne me suis pas vraiment posée. Bon,
Je sais pas. Je pense que vu que je réfléchis beaucoup, je vais dire que je pardonne. D'accord, très bien. Eh ben, vous pouvez poser une question. Philippe Bruno vous écoute. En question, non, mais j'ai pas de question. Je suis désolé. J'ai pas pré... j'aurais bien voulu avoir une question. Allez, Je sais une que c'est petite le jeu, question. Allez, une trouvez. petite question. Dans le, je veux dire, si la personne, voilà, bon, après je connais à peu près la réponse. Alors si la personne, en fait, moi, si la personne, elle est pas prête à entendre des trucs. Salace, des mots salaces. Voilà, Ouais, et ben, ouais. je sais qu'en général, ça bloque le truc, quoi. Ça fait l'effet inverse, quoi. Voilà, et bon, je pense que si c'est comme ça, il faut accepter, voilà. Ah, mais bien sûr, d'abord, Voilà. d'abord effectivement, il faut accepter. Mais ensuite, on peut s'interroger parce que effectivement, le fait de parler avec des mots qui sont un petit peu crus et même quelquefois violents. Pourquoi la personne le fait? C'est d'abord parce que ça doit provoquer de l'excitation. Si c'est un homme, comme vous le dites, si c'est vous, eh bien c'est parce que tiens, ça m'excite de te parler de cette façon et peut-être un peu dominatrice. Alors il faudrait savoir si la partenaire, comme on le disait, est consentante et si ça lui convient, même si on est dans le symbole. Alors peut-être ça peut se demander, ou alors vous pouvez très bien lui dire, tiens là je vais te dire peut-être quelque chose qui est un peu exagéré, on peut très bien le dire, mais tu vois j'ai envie de te parler comme ça de façon un peu violente, c'est quelque chose qui te gêne? Parce que sinon, moi je trouve qu'il y a peut-être une dimension amusante dans une sorte de jeu qui peut nous exciter, et toi tu peux essayer de faire la même chose. Et ça peut être quelque chose, si c'est accepté de l'autre, on va pas dire consenti, mais ça peut être très amusant de se faire des Oui, invectives. je pense qu'il faut pas oublier qu'on ouvre la porte, Bien on sûr. baisse et on la referme. Et puis voilà, et ce qui se passe entre ça, la porte ouverte et la porte fermée, Oui. c'est du l'ordre de l'intime. Exactement. Et puis, Brigitte, ce que vous dites, c'est très juste. C'est que les portes ouvertes, portes fermées, c'est la porte ouverte à libérer encore plus les pulsions. C'est-à-dire, si, tiens, j'ose dire des mots, tiens, que je ne dirai jamais, d'ailleurs, c'est qu'avec toi, parce que tu l'acceptes, ça va être un jeu. Tiens, je te propose un jeu, mais si ça t'embête, on fait pas ce jeu. Ça peut être très libérateur des deux côtés. Et elle va peut-être vous dire après, c'est marrant, j'aurais pas osé. Ben, qu'est-ce que c'était? Ça m'a libéré parce que ça va décharger des pulsions. Voilà, Christophe, la réponse D'accord. de Philippe. Merci. Merci. Merci, Christophe. Bonne journée, au revoir. On fait une petite pause et on vous invite à venir témoigner au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. On continue avec Philippe Bruno qui est avec nous. Et je rappelle aussi d'ailleurs que vous avez écrit un formidable livre. Je ne sais pas si on le trouve encore, Les mots du sexe, justement, à l'esprit du temps. Hein, c'est bien ça? Oui. Oh, ça peut se trouver. Hein. Les gens qui sont intéressés, les mots du sexe, c'était le premier parce qu'il y a eu plusieurs livres qui ont repris le thème en arrangeant un petit peu le titre. Moi personnellement, c'était autour des expressions populaires qui parlaient de sexualité, et on montre que ça révèle énormément de choses sur des choses qu'on sait aujourd'hui. C'était de la langue populaire. D'ailleurs, vous savez qu'on est toujours en train de chercher un mot pour remplacer les règles. Et j'ai toujours pas trouvé. Hein. Je cherche. Christian Jamin a cette mission aussi. Actuellement, pour Ouais, pas parler un de joli règles. mot pour Ah oui. parce que les femmes Oui. aimeraient un joli mot pour parler des règles. Et pas Et tout ce qui les ragnagnas ou les je sais pas quoi. ragnagnas, il y a- les ours parce que j'étais les comme anglaises un ours. ou je sais pas quoi. Enfin bref, pour Les l'instant. Anglais ont débarqué. Oui, on n'a pas trouvé encore, mais on cherche. Charles, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Charles. Vous Et êtes... merci de me laisser prendre à l'antenne. Eh ben, J'ai pas dit prendre violemment l'antenne, c'est pas ce que j'ai dit. Ah bah, si vous avez envie, lâchez-vous, Charles. C'est la Lâchez-vous. prise de l'antenne. On est consentant. Lâchez-vous, Charles. Du langage militaire. Oui, donc en fait, moi j'ai écouté un petit peu ce qu'il disait un peu avant, et c'est vrai que ce que je crois, c'est que avant l'acte, il faut fixer les règles. Voilà, je pense que c'est important. Moi, je suis plutôt dans la pudeur en général, mais effectivement, quand il y a du lâcher prise, il y a des mots qui peuvent partir, et des fois, ça peut être mal pris. Ça m'est arrivé une fois du style P, U, etc. Hein, et Je vois. elle l'a mal pris. Oui.
Voilà, donc on fait quoi dans ces cas-là? Ça peut casser, ça peut donc c'est. Je pense que c'est vraiment important de se dire au départ, de fixer les règles, de dire ok, soit on y va. Oui, mais le problème, Charles, le problème, c'est que quand on discute à froid de ce qui va se passer sexuellement, on n'en sait rien. Il y a des choses qui vont nous surprendre en bien et des choses qui ne vont pas nous plaire. Mais à froid, qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien, mais certains le savent parce qu'il y a beaucoup de gens, et notamment ceux qui vont restreindre, qui sont dans la retenue. Et ils savent très bien qu'ils se laissent jamais aller. Donc, d'une certaine façon, j'ai pas envie que toi, en face de moi, que je sois un homme ou une femme, toi, en face de moi, tu te laisses aller, alors que moi, je m'interdis. C'est compliqué, oui. Je vais prendre un exemple très concret. Vous demandez à une femme à froid, est-ce que tu as envie que je te donne une tape sur les fesses tout à l'heure quand je te prendrai en levrette? Il y a beaucoup de femmes qui vont répondre non. Et puis pourtant, il y a beaucoup de femmes à ce moment-là qui vont aimer, vous voyez, Charles. Donc moi, je pense qu'il faut. Enfin, c'est pas le thème du jour, mais puisque on en revient encore à cette question de consentement en quelque sorte. Je crois réellement qu'il faut comprendre que, évidemment, que il faut essayer de voir si l'autre est sur la même longueur que nous, dès le début de la séduction et jusqu'au moment de l'acte final. Mais si on est trop à avoir peur de dépasser, on va passer à côté de sa sexualité. Ok. Alors, cette femme, elle a mal pris parce que vous l'avez traitée de pute, si j'ai bien compris. Non, j'ai dit putain. Putain, oui. Putain, c'est bon, en fait, mais c'est pas... putain, c'est bon, c'était même pas contre elle. Mais je l'ai pas dit, c'est bon. C'est ça. Ah oui, d'accord, oui. Vous pouviez lui dire après que c'est ce que vous entendiez. En plus, aujourd'hui, entre guillemets, putain n'est plus une injure, n'est même pas entendu comme quelque chose à l'égard d'une femme que l'on traiterait de prostituée. Putain, c'est un exclamatif. Moi, je suis né dans une époque, et certains s'en souviennent, où on pouvait pas dire putain, mais on pouvait pas dire merde, on pouvait pas dire des tas de mots qui sont devenus banals. Il y a un problème de génération aussi. Moi, j'ai le souvenir, au début de la sexologie, c'est-à-dire les années 75-80, on parlait du langage cru des sexologues. Et d'ailleurs, ça gênait beaucoup de patients. Et les gens disaient, il ne faut pas aller voir les sexologues parce qu'ils ont un langage cru. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils allaient tout simplement parler de verge ou de pénis, éventuellement dire sexe féminin, vulve. Cunnilingus. Même peut-être pas, oui, voilà, oui. Mais c'était très peu. Parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé l'émission il y a 23 ans, bien sûr. Les femmes avaient du mal à dire le mot. Avec cunnilingus. Elles accrochaient sur le mot, si je puis dire, et j'étais obligée de le dire à leur place. Alors qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est rentré complètement. Bien sûr. Donc on voit bien l'évolution, Charles, voyez. Et putain, c'est pas... Je me souviens en 1990, en tant que sexologue, je ne pouvais pas dire le mot orgasme devant notamment une femme. C'était un gros mot. Parce que mais à l'époque on ne pouvait pas dire. J'ai un de mes amis qui voulait il a des origines italiennes et il voulait commercialiser un jouet que l'on appelait à l'époque vibromasseur et qui était très esthétique, mais c'était pas possible de proposer un vibromasseur à des femmes qui trouvaient que mais vous vous rendez compte, il y a très peu de temps. Ça n'a été possible que quand Nathalie Riquel, 2001, a remis en vitrine des sextoys dans son magasin. Donc il y a des époques, et maintenant on est quand même dans une époque qui est assez libre. Il faut faire attention parce que je pense qu'il y a des niveaux de langage suivant les générations ou suivant les gens, parce que chacun a des cultures différentes. Oui. Après, moi, je pense que aussi, il y a une histoire, c'est pour ça que je disais fixer les règles tout à l'heure, de dire, voilà, moi, je suis plutôt bestial, donc si je me transforme, je vais enlever mon masque, voilà, ça peut être le cas, enfin, je sais pas, mais peut-être que d'en parler avant, quand même, ça peut éviter ce genre de désagrément. J'en sais rien.
Oui, bien sûr. Non, mais on peut toujours en parler avant. Mais ça risque de rompre un peu le charme, je pense. Enfin, faut faire attention à ça aussi parce que. C'est surprise. Et puis alors, attendez, imaginons, vous êtes face à une femme qui vous plaît beaucoup. Vous avez envie de faire l'amour avec elle. Elle a l'air d'être d'accord, et vous lui dites est-ce que j'ai le droit de dire tel mot, tel mot, tel mot pour peu qu'elle soit un peu romantique. Elle va se dire mais enfin j'ai affaire à qui moi j'ai plus envie là, vous voyez. Donc je pense qu'il y a fiez-vous à votre intuition tous et puis avancez et puis de temps en temps il y a des accros, mais ça fait partie de la vie. Quelle importance. Il faut dire que c'est un problème très très récent parce que jusqu'à présent, on faisait la cour il y a 30, 40, 50 ans, et ça existe toujours. C'est-à-dire qu'on apprenait à connaître la personne avant d'avoir une intimité. Très souvent, aujourd'hui, on va avoir une intimité assez vite avant de connaître la personne. Et donc, comme vous dites, vous laissez sortir un mot franchement qui n'a apparemment pas, qui va pas choquer beaucoup de monde, mais qui a choqué cette personne. Donc c'est peut-être parce que la séduction a pris des allures un petit peu plus rapides. Oui, c'est vrai aussi. Et puis, de toute façon, vous êtes, on peut toujours s'excuser. Et puis voilà, je veux dire, je pense quand même qu'on est entre adultes. Quand même. Ouais, et puis si ça lui plaît pas, c'est pareil. C'est un peu ça. Bah, non, c'est pas pareil, mais non, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous savez, les femmes aussi, certaines fois, ont envie de dire des mots et peuvent aussi un petit peu gêner leur partenaire ou enfin. Alors c'est vrai que c'est vrai qu'il y a eu des tas d'études qui ont été faites. Ça choque beaucoup moins les hommes que ça ne peut choquer les femmes. Donc il y a une asymétrie à laquelle il faut faire très attention. Oui, c'est vrai. Ok. Ben merci Charles, en tout cas. Merci à vous. Merci. On va continuer à évoquer tout ça. On voit comment ça devient compliqué finalement, toutes ces questions. Et pourtant, la sexualité, elle fait partie d'un moment où on sort, si je puis dire, j'allais dire de son corps. Non, mais quelque part, on sort de son. Enfin, ce serait mieux si on veut avoir une sexualité épanouie. Oui, c'est pas mal dans un moment de vraie libération, mais c'est vrai aussi que beaucoup qui nous écoutent n'y arrivent pas forcément parce qu'on est souvent pris par des tensions nerveuses et autres. Dans un moment de vraie libération, effectivement, peuvent venir des mots. Moi, j'aime bien dans un texte ancien que j'avais vu qui parlait du coït, il disait qu'à ce moment-là sortent des mots inintelligibles et des gestes inconscients. Oui, c'est-à-dire que tout est libéré et on se laisse aller. Ça va quand on connaît bien la personne. Et d'ailleurs, on peut même pleurer, on peut même rire, enfin, tout est possible. Et donc, il faut se lâcher, quoi. Alors, toute la semaine, je vais vous proposer des petites devinettes avec le mot expérience. Je commence par celle-ci. L'expérience, c'est le nom qu'on donne à ses échecs quand on est positif. Sinon, comment on appelle l'expérience? La réponse, Philippe Bruneau, vous pourrez nous la donner après les infos. En compagnie de Philippe Bruneau, Philippe, psychiatre, anthropologue, sexologue, et c'est l'occasion de cette vente Erotica qui a lieu mercredi, le 4 octobre à 14h chez Adair, une vente d'objets rares, d'érotisme, notamment la grande collection de Michel Simon. Donc si vous avez envie, déjà pour voir, vous pouvez vous renseigner, et c'est donc mercredi chez Adair, mais je suis sûre que tous les grands collectionneurs connaissent. Alors, on va donner la parole à Camille qui nous a rejoint sur Sud Radio, mais d'abord la petite devinette. L'expérience, c'est le nom qu'on donne à ses échecs quand c'est positif, et sinon on les appelle comment? Un exploit. Non, non. Quand c'est positif, on dit que c'est une expérience. Qu'un échec, c'est une expérience. Si on n'est pas positif, on appelle ça une erreur. Évidemment. Qu'est-ce que c'est merveilleux, Brigitte. Je ne sais pas où vous trouvez tout ça. Écoutez, moi non plus. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous, et quel dynamisme.
Avec plaisir. Alors moi, je voulais partager juste une expérience très récente, ça doit faire 1 an à peu près. Oui. Je suis allée à Bruxelles et j'ai découvert un musée super d'érotisme. Voilà. Et bien. du coup, j'ai dû rester au moins 3 heures. Pourtant, Oui. il y avait peut-être qu'un étage, je me souviens, plus en bas. Et j'ai dû rester vraiment beaucoup d'heures parce que j'étais vraiment transportée par Oui. la force de l'art à travers l'érotisme. Et en fait, il y avait des petites sculptures, des minuscules dessins, des minuscules peintures. Il y en avait qui venaient de tous les pays. Et moi, ça m'a lavé. Moi qui viens d'une éducation où il n'y avait pas du tout de place, enfin c'était hyper tabou, la sexualité, tout ce qui s'ensuit. Et du coup, ça m'a. Vous voyez, j'ai 50 ans, mais ça m'a lavé de. J'aime de voir bien, toutes ces j'aime bien cultures. l'expression que vous avez utilisée, la force de l'art. Hein. C'est comme s'il y avait un truc qui nous emporte, qui nous emmène ailleurs. Hein. Je pense qu'avec l'art, on peut arriver à faire passer beaucoup de choses et beaucoup C'est clair, de points de oui. vue. Mais vis-à-vis de la sexualité, notamment quand, comme je vous ai dit, mon éducation était nulle, mais vraiment archi nulle de cette question de la sexualité. Et l'art, ça passe tous les tabous. Moi, depuis que je suis toute petite, je me sens quelqu'un de très curieux. Ce mot curiosité, je trouve que c'est un des plus beaux mots qui existent sur la Terre, dans le mode du langage, mais je suis complètement bloquée. Par exemple, si j'étais avec un mec qui me traite de salope ou quoi que ce soit, je me sentirais bloquée. Vous voyez, les mots seraient trop rudes par rapport au contenu. Je préfère sentir une main ferme sur moi ou quelque chose d'un petit peu brutal, mais les mots, c'est pas possible pour moi. Voilà. Et vraiment, la curiosité, je pense qu'elle s'est attisée du fait que c'était interdit d'en parler. Enfin, interdit même, c'était catastrophique, quoi. Et du coup, elle s'est attisée d'autant plus par rapport à cet interdit depuis toute petite. Je me rappelle m'être fait confisquer un stylo à l'école, au collège, en 6e, que je m'amusais à renverser. Vous voyez, c'était une jolie pin-up qui, quand on renversait le stylo, elle était parée d'un noir très sensuel, très érotique. Et quand on renversait, elle devenait toute nue. Moi, j'en étais juste à découvrir ça. Et déjà, c'était un petit jeu comme ça qui... C'est intéressant parce que vous vous souvenez de ce détail et vous avez besoin de nous le raconter tellement il a dû marquer votre psychisme. Hein. Exactement, comment aussi il était isolé. Et en plus, on vous l'a retiré. C'est-à-dire que là encore, vous avez subi une éducation trop stricte par rapport à votre curiosité. Puis vous le dites bien qu'il n'y avait pas de représentation de sexe dans votre enfance, mais comme dans la plupart des milieux qui étaient en général très pudibonds, parce qu'il y avait encore il y avait quand même une culture religieuse dans laquelle on ne montrait pas le sexe. Le corps était sale. Hein. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous parlez de musée, parce que le musée d'érotisme de Bruxelles, je le connais bien, je connais même son directeur qui est souvent acheteur dans des ventes d'érotica comme ça, parce que ça correspond exactement à la vente dont parlait Brigitte, qui se fait pas souvent, donc c'est des collections particulières souvent, parce que sinon c'était dans des parties interdites des musées. Il y a par exemple, pour tous les textes très érotiques, à la Bibliothèque nationale, il y avait ce que Joseph Prudhomme avait appelé l'enfer de la bibliothèque. Et dans l'enfer, qui était une salle qui était fermée notamment aux jeunes femmes, il n'y avait que des hommes respectueux qui pouvaient y entrer, il y avait tous les livres licencieux, c'était des livres libertins des siècles passés. Et au monde entier, vous aviez des parties comme ça du musée. Alors, allez, ceux qui vont à Naples, vous allez au musée de Naples, et il y avait un musée secret qui n'était accessible qu'aux visiteurs, bien sûr, de sexe masculin, et qui avait l'autorisation du roi de Naples. Et ça existe toujours, ils l'ont fait, une sorte de cabinet qui est à l'intérieur du musée, dans lequel vous avez tout ce qui est érotique et pornographique
pornographiques de Pompéi notamment. C'est-à-dire qu'on a, si vous allez à Naples, vous pouvez le voir, et puis ailleurs, ça s'est déplacé dans des musées de l'érotisme. À Amsterdam, j'ai été récemment, il y a 3 musées de l'érotisme. Il y en a un qui est magnifique. C'est-à-dire qu'ils sont des vraies pièces anciennes, comme vous dites, de beaucoup de cultures. Et comme vous évoquez, c'est la force de l'art, c'est-à-dire que tous les grands artistes, par exemple au 19e, mais auparavant aussi, ont fait... Ils avaient une contrainte, c'est-à-dire la religion interdisait les représentations directes. Eh bien, ils allaient de façon suggestive, et c'est de l'érotisme, susciter la montée de l'excitation. Ça se voit très bien chez Rodin. Ça se voit... alors vous avez un très beau livre qui vient de paraître sur Poussin. Poussin a des représentations extraordinaires. Vous avez la même chose chez Watteau, chez un certain nombre de peintres du 18e, qui vont passer des Vierges à l'enfant à des sujets d'un érotisme que nous percevons moins aujourd'hui parce qu'on a vu des corps nus. Mais imaginons qu'à l'époque, il n'y avait pas de représentation nue et c'était des des images qui ressemblent peut-être au porno d'aujourd'hui. C'est possible. Mais Camille, est-ce que ça vous est arrivé quand vous êtes en train de faire l'amour, par exemple, de vous remémorer cette femme en maillot de bain noir qui devient nue? Ça pourrait peut-être être intéressant pour vous. En tout cas, je vous remercie pour cette suggestion. J'avais jamais pensé, d'autant plus que le stylo a disparu, mais j'avais jamais pensé, et justement, ça rejoint la question que je voulais poser à Philippe Renaud et à vous. Comment dire, j'aimerais pouvoir créer un pont un peu plus évident, maintenant que je me sens plus mûre, on va dire, plus adulte, entre cette éducation qui m'a tellement durablement opprimée, qui m'a bloquée pendant tant d'années, et vous voyez, cet éveil-là, quand je vois toutes ces petites... cet éveil, en fait, comment réveiller, comment cultiver comme une terre, un peu comme un jardin, comment je pourrais cultiver, je sais pas, du fantasme, Moi, j'ai un conjoint qui est pas très érotique, justement, mais par contre, il est très sensible à mon érotisme à moi. Mais par contre, il faut y aller par toutes petites. Très romantique, vous voyez. Il faut démarrer par toutes petites touches, parce que si vous pouvez pas comme ça du jour au lendemain vous évoquer des choses trop crues, parce que ça vous auriez l'impression de transgresser un interdit beaucoup trop important. Mais déjà ce petit stylo, moi je pense que ça peut vraiment fonctionner. Alors c'est déjà bien parce que votre conjoint est à l'écoute, comme vous dites. Quand vous dites qu'il n'a pas les mêmes représentations. Alors il y a pas mal de travaux récents qui ont été faits sur les fantasmes. La majorité des femmes ont des fantasmes. Une minorité d'hommes les utilisent. Alors les hommes vont dire c'est pas vrai. Oui, bien sûr, mais vous allez voir comment je les comprends. Les fantasmes masculins, ils sont tous réalisables. Je fantasme de te faire l'amour dans l'ascenseur. Je fantasme tatati tatata. Le fantasme féminin, il fait appel à l'imaginaire, dans des choses qui sont dans une dimension quelquefois totalement irréalisable. Mais qu'est-ce que c'est excitant! Et c'est en cela qu'il y a une mise en scène que vous pourriez lui faire partager en lui parlant, par exemple, de ce souvenir. Ce souvenir, il est moteur pour vous. Et vous pouvez, pourquoi pas, faire un scénario à partir de là et lui expliquer pour vous l'importance. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent. Les hommes et les femmes n'entendent pas forcément la même chose sur le mot fantasme. Et moi, je vous donne comme ça une petite piste qui va peut-être vous paraître complètement saugrenue, mais je vous la donne parce que c'est ce qui me vient dans mon imaginaire à moi. Et pourquoi la prochaine fois que vous faites l'amour avec un petit stylo, il vous titille pas un petit peu, ça pourrait provoquer quelque chose de tout à fait étonnant. D'accord, ouais. Merci de cette idée, ouais. Vous voyez, il faut jouer. En fait, l'érotisme, c'est du symbolisme. Et quand on joue avec le symbolisme, on arrive à débloquer des tas de choses qui sont encore un peu fermées chez nous. Et puis vous avez la chance d'avoir un souvenir évocateur. Tout le monde ne l'a pas. Après, il faut le cultiver, se laisser aller. Et peut-être, comme vous dites, vous sentez un frein dans votre conjoint, mais peut-être parce que vous n'en avez pas parlé tranquillement, en pensant que, dites-lui, mais
peut-être que pour toi, je vais t'expliquer ce que c'est pour moi le fantasme. Essayez de parler. Je suis pas sûr qu'un homme, tous les hommes comprennent la même chose. Oui. Moi-même, peut-être pas. Alors, vous voyez. En tout cas, merci de vous être confié à nous, Camille. Merci beaucoup, Camille. Nous continuons à évoquer les mots du sexe en compagnie de Philippe Bruneau qui est avec nous. Bonjour Joël. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe, Joël. dont les mots sont très instructifs. Oui, hein, Philippe, il a vécu, qu'est-ce que vous voulez? Il a l'expérience, il a connaissance. Alors, les deux rassemblés, effectivement, c'est efficace. Eh bien, moi, je dirais, pour les mots, il y a les mots dits, les mots que l'on dit, et il y a les mots que l'on écrit. Et je dirais qu'il y a des mots maintenant qui peuvent me déranger quand on dit d'une femme qu'elle est bonne, et pourtant, je les regarde avec curiosité, je les expérimente, je leur mets parfois ma connotation. Quand je me dis dans ma tête, je ne le dis pas à haute voix, je trouve que c'est pas très respectueux. Je préfère dire d'une femme qu'elle est belle, qu'elle me plaît ou qu'elle dégage quelque chose, plutôt que de dire qu'elle est bonne, c'est trop réducteur à mon sens. Et pourtant, il me plaît de me dire dans ma tête, oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Donc, il y a des vocabulaires qu'on en adopte. Merci de votre témoignage, Joël, parce que je crois que tout est là. C'est-à-dire que on a parfois besoin, justement, dans sa tête, de dire des choses qui seraient très malvenues, qui sont pas politiquement correctes. Et alors, si on les dit que dans sa tête, où est le problème? Oui, mais quand vous dites, Joël, on dit maintenant qu'une femme est bonne. Moi, je crois plutôt que c'est quelque chose qu'on disait. Parce qu'aujourd'hui, on peut presque plus le dire. Il y a un féminisme radical qui supporterait pas. Et c'est un terme très machiste qui était dit, effectivement, par du vocabulaire masculin. Et moi, je dirais, il y a plutôt quelques décennies. Je ne suis pas sûr. Alors peut-être chez les très jeunes garçons que c'est repris un peu dans une position dominante, machiste. Écoutez, moi je vais être comme toujours un peu les pieds dans le plat, hein, Joël et Philippe. D'abord, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent en ce moment et qui seraient ravies d'être bonnes, et elles seraient ravies d'entendre qu'on leur dise qu'elles sont bonnes. Et peut-être que beaucoup de ces féministes un peu extrémistes, justement, ne sont pas bonnes. C'est peut-être pour ça qu'elles sont contre ce terme. C'est une hypothèse. Mais ce n'est qu'une hypothèse et ce n'est que la mienne. Oui. Hein. Mais c'est très vrai que le terme, et c'est très bien comme vous l'avez dit, Joël, c'est un mot qui me gêne, et dans le fond je me dis que je le pense intérieurement. Alors je crois qu'on peut aussi dire une chose, c'est pas dévalorisant, parce que moi je crois qu'une femme peut dire d'un homme, cet homme est bon en amour, c'est-à-dire que j'ai eu envie de faire l'amour et j'ai envie de refaire l'amour avec lui, et pourquoi pas. On n'est pas dans une consommation courante, c'est dans un échange à deux. On dit bien un bon amant. On dit un bon amant. C'est une phrase quand même je pense que personne ne trouvera cette phrase. Oui, tandis qu'une femme est bonne, effectivement, est taxée de machisme. Et une bonne maîtresse, est-ce qu'on peut pas dire c'est une bonne maîtresse? Le terme déjà, maintenant, le deuxième mot, c'est pas très facile, maîtresse. La maîtresse, c'est pas bon non plus, dis donc. Hein. Alors qu'est-ce qu'on devient alors? Pardon. Non, allez-y, Joël. Je dis, effectivement, ça nous montre que le champ des mots est vaste, tel qu'on les perçoit, tel qu'on les ressent et tel qu'on les dit et tels qu'ils sont perçus. C'est vraiment, ça nous offre beaucoup d'espace. Et je parlais tout à l'heure des mots dits ou des mots que l'on écrit. Bien sûr. Et dans mes relations, j'ai parfois des rencontres avec des femmes qui me disent ne pas avoir exploré beaucoup de leur érotisme et beaucoup de leur fantasmatique, je sais plus si on dit fantasmatique ou fantasmagorie, je m'en rappelle pas. Et donc, je leur suggère d'échanger
des mots érotiques et des histoires érotiques où je livre, où je vais vers ce que j'ai perçu de leur fantasme et je livre les miens, où elles me répondent, où elles continuent l'histoire, où elles me répondent dans la fantasmatique, dans ce qui s'exprime. Et là, on cultive une forme d'érotisme qui est connecté sans être directement connecté à ce qu'on va vivre dans la sexualité. Ce que vous pouvez leur conseiller qui aujourd'hui marche bien et qui convient assez bien à l'érotisme féminin, c'est tout ce qu'il y a sur Audiotel. Il y a beaucoup maintenant de choses sur Audiotel qui sont alors c'est plus ou moins érotique, mais ça reste plutôt érotique. Oui, et ça marche. Non, oui. Je pense que ça peut aider certaines femmes à libérer un petit peu leur comme vous dites, psychisme. Vous utilisez des mots et donc vous avez des échanges verbaux, mais je crois qu'on peut faire l'amour par téléphone, même par texto, et c'est réellement faire l'amour, parce que les mots sont évocateurs, ouvrent un imaginaire, et peut-être même, justement, vont libérer des barrières ou en susciter, parce qu'effectivement, ça peut... Mais ce qu'il faut pas oublier, puisqu'on parle justement de ce qui peut libérer, il faut pas oublier que les débuts de la pornographie dans les années 75, donc, ont libéré beaucoup de femmes. Moi, pour l'avoir entendu, le nombre de femmes qui m'ont dit, c'est quand je t'ai vu faire des fellations dans des films que j'ai pu oser faire ma première fellation. Donc on voit bien aussi que le courant actuel qui est en train de nous restreindre dans les mots peut avoir des inconvénients sur la libération sexuelle qui, pour l'instant, a encore besoin d'être... Et en même temps, parallèlement à ça, on entend parfois des mots comme bifle, qui veut dire une gifle avec un pénis. Oui, franchement, je trouve qu'elle est bonne, me paraît moins grave que ce mot qui quelque part est un mot... pas trop l'intérêt, mais enfin... mais on voit bien que chez les jeunes, il y a une utilisation de mots comme ça, très, très crue. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'excitation de la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a un mot sexuel, un mot du sexe, qui est inventé toutes les semaines. Alors il y a la bifle, il y a tout ce que vous voulez. Parce que très souvent on me dit, un journaliste me dit alors, que pensez-vous on en parle de plus en plus, ça c'est un terme. Oui, parce qu'avant on n'avait jamais parlé de bifle. Brigitte le nomme à l'instant. J'ai entendu ça 2 ou 3 fois, mais enfin c'est pas du vocabulaire courant, ce n'est pas non plus dans l'acting courant de donner des gifles avec le sexe masculin. Donc il y a aussi l'excitation de la nouveauté, mais ça n'a qu'un temps. Et puis je crois que la sexualité c'est pas une mode. La majorité du répertoire, et qui est très vaste, de la sensualité, c'est un certain nombre de choses qui sont respectueuses toujours du partenaire, que ça soit des mots, que ça soit des gestes, que ça soit ainsi de suite, des interactions, mais qui vont en définitive être dans l'interaction, c'est-à-dire dans l'accord entre les deux personnes. Alors l'accord, oui. Par rapport au consentement qu'on a dit à plusieurs reprises, dans l'accord, mais dans la progression de l'excitation. La chose qui est compliquée, c'est que tout le monde, et notamment entre un homme et une femme, l'excitation peut ne pas progresser à la même vitesse. C'est vrai que dans une grande excitation, un homme très excité pourra effectivement oser sortir des mots ou des gestes. Mais peut-être si sa partenaire n'est pas encore dans un mode suffisant d'excitation, s'il est donc pas assez à l'écoute, effectivement là ça pourra être en désaccord. Mais s'il y a un même degré d'excitation, c'est surtout ça. Donc soyons à l'écoute du degré d'excitation du partenaire. La température de la sexualité. Merci Joël, en tout cas. On va faire une petite pause. Marie nous a rejoint, elle aura la parole après le Love Conseil. Et justement, tiens, je reviens sur la fellation. Les raisons qui font que les femmes n'aiment pas la fellation, ce sera le Love Conseil du jour. Alors pourquoi les femmes, certaines femmes n'aiment pas la fellation alors c'est vrai qu'il y a le côté sale, on met pas un organe génital dans sa bouche, il y a toujours ça. Il y a la peur des maladies, la peur des mauvaises odeurs, la peur d'avoir du sperme dans la bouche. Et donc je pense que ça peut être une bonne raison de commencer sous la douche, justement, où là on est déjà dans un univers de propreté. Et puis je
pense que ce qui est important aussi, c'est que souvent, il y a eu une mauvaise expérience, une sensation de peur de vomir. Hein. Il faut savoir que c'est normal quand on touche la glotte pour pas avaler quelque chose de trop gros, on a ce sentiment. Ça déclenche un réflexe de nausée. De nausée, hein, donc c'est normal, mais rassurez-vous, le pénis étant bien accroché aux membres, au corps de votre partenaire, vous ne risquez pas de l'avaler. Bref, donc si c'est ça, on commence par des petits coups de langue juste sur le gland, voilà. Et puis il y a aussi la confusion, donc comme je le disais, entre sucer et avaler. Et c'est pour ça que je conseille aussi parfois de commencer avec un préservatif, comme ça on risque pas de se retrouver avec du sperme dans la bouche, parce que on peut comprendre qu'on n'en ait pas envie. Et puis il y a aussi la peur de passer, je suis désolée mais je vais le redire, le mot, la peur de passer pour une pute ou une salope, parce que dans l'inconscient collectif, il y a une époque où les femmes bien honnêtes ne faisaient pas de fellation. C'est très récent que les femmes honnêtes fassent des fellations, Brigitte. Il y a 2 générations, nos arrière-grands-parents, arrière-grand-mères, pardon, en général n'avaient jamais fait de fellation parce que c'était une pratique de bordel, de prostituée. Alors une autre peur peut-être, c'est la peur d'être trop soumise, et à ce moment-là il faut bien donner l'impression à la femme que c'est elle qui a le pouvoir de vous faire plaisir, le pouvoir de vous faire avoir une érection. Pas de chantage, chantage, si tu ne me fais pas de fellation tu n'auras pas de cuni, etc. Ça c'est franchement c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Et puis il y a aussi des peurs curieuses qui existent, curieusement, la peur d'être enceinte, de tomber enceinte, ça peut paraître la peur d'être mal considérée, etc. Donc tout ça, encore une fois, ça demande de comprendre derrière le nom que vous fait votre partenaire, qu'est-ce qu'elle dit. Et suivant les femmes, ce ne sera pas le même nom. Donc c'est important toujours de bien pouvoir comprendre. Oui, ça me rappelle les témoignages de beaucoup de patientes qui disaient être gênées par faire une fellation, que tous les hommes vont tellement apprécier qu'ils vont le demander de façon quérulente souvent. La peur du sale, oui. C'est vrai que la plupart des hommes prennent une douche le matin pour partir au travail. Et moi je leur conseille, et Brigitte, vous l'avez fait ici aussi, de prendre une douche au contraire le soir, avant de se mettre dans des draps propres qu'en général une femme peut avoir mis, et elle comprend pas pourquoi ce type qui a macéré dans sa transpiration toute la journée, voilà. Et donc à ce moment-là, effectivement, si vous arrivez, je parle aux hommes, avec notamment un sexe très propre qui sort de la douche, ça va beaucoup moins gêner. Ça c'est vrai. Il y a moi des petites choses que je faisais faire, je leur proposais quand c'est dans des couples, lorsque je vois un couple avec difficulté, je veux dire, vous allez essayer de jouer parce que même si c'est très propre, et elle va dire même s'ils viennent prendre une douche, ça me gêne. Eh bien, on va jouer autrement, vous savez. Et d'abord, vous aimez peut-être un cunilingus. Écoutez, on va essayer de faire, et ça m'étonnerait que ça le gêne. Vous avez de la crème fraîche, vous avez des fraises, vous avez du chocolat. Vous allez trouver, par exemple, avec un petit peu de crème fraîche que vous mettez sur le sexe féminin, et il va vous faire une fellation, et vous faire un cunilingus dans cette crème fraîche ou dans quelque chose qui soit sucré, qui soit agréable. Eh bien, il peut y avoir la même chose, c'est-à-dire tout simplement, vous mettez un petit peu de crème fraîche sur le pénis, il peut y avoir des goûts différents, un petit peu de chocolat si vous voulez. Ça devient un jeu et une femme va très facilement passer de la gêne à dépasser cela, parce que d'abord ça aura un côté, c'est le jeu qui va amuser souvent. Oui, il faut que ça soit et puis au début quelques petits coups de langue, et puis tout doucement on apprivoise la bête, si je puis dire. C'est important. Marie est avec nous. Bonjour Marie, merci de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Marie. Oui, alors moi je voulais parler surtout de la différence entre la lecture
et le film. Ouais. Parce qu'il me semble que dans la lecture, dans certaines lectures que je fais, bon, moi je suis très versée vers l'érotisme et le sexe. Hein. Bon, j'ai bientôt 80 ans, donc je suis de la génération qui avait 20 ans en 68, hein, un tout petit peu plus. Mais je pense que dans la lecture, le plaisir vient lentement. Les mots sont mieux choisis. Et pour les gens qui n'aiment pas lire, il y a quand même des auteurs qui sont formidables. Je pense à Régine de Forge, par exemple. Certains de ses petits romans. Je pense à quelque chose qui s'intitulait L'Orage. Ou la rencontre. Oui, absolument, L'Orage. C'était magnifique, magnifique, et ça dure, il doit y avoir 70 pages, pas plus. Je pense aussi mais même dans sa saga sur la bicyclette bleue, il y a des passages érotiques qui sont formidables. Hein, oui. Tout à fait. Alors en plus, je connais très bien les lieux parce que je suis de cette région. Et effectivement, oui, il y a des passages qui sont très forts et on sent, l'héroïne et puis le héros également, qui montent en température. Bon, je pense aussi à Alina Reyes, Le Boucher. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Je l'ai lu plusieurs fois. Et chaque fois, si vous voulez, ça se passe dans une boucherie, tout simplement, où on voit la dame qui est à la caisse avec des beaux seins, et puis la petite nénette qui travaille dans la boucherie, qui se fait peloter par le boucher, tout près de... pratiquement dans la chambre froide. Bon, ce genre de truc, c'est vraiment très fort et c'est très court en plus. Et je voulais surtout évoquer peut-être avec votre invité, Philippe Renaud, les petits textes qui ont été écrits par La Fontaine. Je suis tombée une fois à l'arrêt sur de petits bouquins vraiment géniaux, parce qu'en fait, on ne connaît de La Fontaine que les fables, mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin dans La Fontaine. Il a écrit des petits contes, je crois que ça s'appelle Histoire coquine ou quelque chose comme ça, avec des dessins à la plume, mais c'est incroyable. Il n'y avait pas de dessin à l'époque, il n'y avait pas de bande dessinée, il n'y avait pas de cinéma, et là, franchement, on est dans Vous connaissez évidemment Philippe Renaud, j'imagine. Oui, La Fontaine fait partie des auteurs. Je crois qu'il n'y a pas d'ouvrage de La Fontaine dans la vente dont on parlait d'Erotica mercredi, mais ça fait partie des auteurs les plus récents, parce que les plus anciens en érotique, parce que La Fontaine en est au 17e. C'est peut-être début du 18e aussi, j'ai plus tout à fait en tête. Mais ces contes érotiques sont délicieux. Alors à l'époque, ça a été publié à l'époque sous pseudonyme. Et puis en général, c'était fait sous le manteau. Et il y avait des tas d'éditions parce qu'il fallait quand même pas blesser la bonne société. Mais vous avez complètement raison sur le fait que la littérature érotique est potentiellement, moi je le crois, et comme vous, plus évocatrice d'érotisme même que les films, mais ça dépend des générations, parce qu'il y a des générations qui n'ont vu que des films et lisent peu de romans. Moi je fais lire beaucoup, on fait de la bibliothérapie en sexologie, c'est-à-dire qu'on va proposer de lire Histoire d'eau de Pauline Réage, par exemple les Régine des Forges dont vous parlez. Oui. Et c'est très vrai que ça va débloquer beaucoup de femmes, je vais dire souvent, parce que c'est plutôt le désir des femmes dans les couples. Et alors j'ai souvent fait ça. Moi je trouve, excusez-moi, je vous coupe et je vous redonne la parole, Philippe. Je trouve aussi que les poèmes, dans les poèmes par exemple, je pense à Baudelaire, il y a des choses qui peuvent plaire aux femmes, parce qu'un poème c'est assez court et ça peut aussi faire fonctionner un peu l'imaginaire. Oui, vous avez raison, je les ai lus, et il y en a quelques-uns qui sont très forts. Qui sont très très évocateurs, et très beaux en plus. Les Baudelaire sont très évocateurs. Les choses les plus extraordinaires que je connaisse, c'est de Verlaine, notamment son recueil Les Femmes. Mais c'est d'une intensité d'évocation qui va être vu un peu machiste aujourd'hui, mais c'est tout à fait étonnant. C'est des mots qui sont d'une valeur émotionnelle terrible. Et je vous disais que j'avais l'habitude sur Bordeaux de faire, et je l'ai fait à Paris un petit peu, peut-être pas des conférences, des interventions sur l'érotisme en littérature avec une de mes très bonnes amies que vous avez citée tout à l'heure, qui est Alina Reyes, qui est quelqu'un de formidable dans cette écriture. Le Boucher est très beau. Il y a un texte que j'aime beaucoup d'elle, qui est « Quand on aime, il faut partir ».
qui est un récit presque autobiographique, mais qui va être très évocateur. Le boucher, c'est terrible. Dans cette chambre froide, il se passe des choses qu'il faut. On donne l'idée à beaucoup de lire Le Boucher. Vous le trouverez en poche et tous les libraires le connaissent. Et puis là où vous avez quand même raison, Marie, c'est que quand on sait le succès du livre de Catherine Millet, La vie secrète de Catherine M, vous n'aimez pas du tout peut-être, mais ça a été un succès planétaire. Donc on voit bien quand même que et je pense que ça a surtout été lu par des femmes. Oui, mais je me souviens d'une chose là, vous voyez, quand j'en parlais tout à l'heure avec Alina, ce qu'on disait surtout et ce qu'elle évoquait, c'est que on ne peut pas séparer sexualité, érotisme de littérature. Parce qu'elle dit, moi j'écris pas de la littérature érotique. La littérature est évidemment érotique. C'est-à-dire, c'est parce qu'on retient quelque chose qu'on ne va pas s'autoriser, mais la littérature, si on la laisse fonctionner, elle est très pulsionnelle, elle est vraiment érotique. D'où la nécessité de dire les mots du sexe, au moins dans sa tête, Marie. Merci en tout cas de ce témoignage. Merci beaucoup. Et je voudrais juste rajouter... Oui, je vous en prie, bien sûr, allez-y. Alors, étant donné mon âge, vous voyez, je devais avoir 25 ans à peu près en 68, j'ai assisté à une assemblée de femmes occitanes, à l'époque, en 68-69. Et nous avons passé à peu près 1 heure. Nous étions à peu près 30 à 35. Nous avons passé 1 heure. Chacune donnait le nom donné dans sa famille ou dans son coin au sexe féminin et au sexe masculin. Je regrette beaucoup, je n'ai rien noté, mais c'était magnifique. Il y avait de tout. Il y avait le petit jardin, il y avait la foufoune, bien sûr, mais bon, la foufoune, c'est plus français qu'occitan, mais c'était un vrai régal. On s'était amusés, mais alors d'une façon, j'aimerais bien que les jeunes femmes maintenant puissent faire la même chose, y compris pourquoi pas les féministes. Ça fait du bien. Juste petit mot de conclusion sur ça. Quand j'ai écrit les mots du sexe, je me souviens avoir fait le total des mots qui sont utilisés pour parler du sexe masculin, du sexe féminin et du coït. Mais figurez-vous, ce qui est terrible, c'est que les métaphores, les mots, que ça soit de toutes les métaphores du sexe masculin, il y en a dans le français, il y en a plus de 1500. Le sexe féminin, on est à la moitié. On est à 7 ou 800. Et le coït est à peu près pareil. Mais c'est encore une fois le masculin qui l'emportait parce que c'était une période où on parlait, c'était, vous savez, qu'on disait qu'il n'y a qu'un sexe, même Freud l'a dit, il le croyait, il n'y a qu'un sexe, il y en a qui l'ont et qui craignent de le perdre. C'est une interprétation. Et il y en a qui ne l'ont pas et qui rêvent de l'avoir. Un petit peu limitée de Freud quand même. Oui. Merci en tout cas, merci beaucoup Marie. On fait une petite pause et on va conclure avec Célia qui nous a rejoint également. Bruno est avec nous et je rappelle que cette vente d'œuvres érotiques, Erotica, c'est mercredi chez Adair. Vous pouvez peut-être réussir à obtenir une des œuvres qu'avait Michel Simon, puisqu'on sait ce comédien était un grand collectionneur d'érotisme. Vous retrouvez bien sûr cette info sur sudradio.fr et puis Adair, pour ceux qui connaissent, vous n'aurez pas de mal non plus à trouver. Célia, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Célia. Merci de réagir. Merci. À vous. Je voulais simplement, moi, apporter mon expérience personnelle et mon point de vue, on va dire, enrichi de plein de rencontres. Je dirais que par rapport à la sexualité, aux termes qu'on emploie, je pense que ça dépend du contexte dans lequel on a grandi, du rapport qu'on a avec soi, de la manière dont on a pu rentrer en relation avec l'autre et après une histoire de sensation qui est très propre à l'univers dans lequel on s'est construit. C'est-à-dire que si on veut des mots vifs parce qu'on a besoin de sensations fortes, eh bien on va peut-être utiliser ces termes-là. Peut-être que on va vouloir faire comme monsieur, madame, tout le monde et puis se fier à l'ère du temps où la société, on va dire que voilà, on va avoir des mots peut-être plus vulgaires, ou au contraire, si on est dans un rapport à soi tranquille, on peut s'inviter à quelque chose de drôle, d'amusant, de léger, de respectueux. Et dans le respect, on y met la limite qu'on peut se mettre. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des mots qui sont drôles, et ça c'est important aussi. Ça peut décoincer des choses, l'humour.
Oui, c'est ça. Moi, je pense que, enfin, en tout cas aujourd'hui, c'est d'amener de la légèreté dans tout ça. Et il y a peut-être une heure de ça, je discutais avec des personnes justement sur des jeunes enfants, sur l'inquiétude par rapport au réseau, sur la sexualité, sur la manière d'entrer. Et en fait, quand on finit par rigoler et démystifier un petit peu tout ça, on se rend compte qu'on peut aller faire des échanges et puis apporter un autre vocabulaire, une autre ère, et pas forcément remettre tout sur les réseaux, parce que dans le temps, on a eu aussi un érotisme qui pouvait être plus ou moins léger ou dur, ou comme vous parliez tout à l'heure, que les vocabulaires étaient plus enrichis au niveau masculin, mais je pense que c'est aussi propre à l'histoire et la construction de vie qu'on a au fur et à mesure du temps, et puis qui peut changer selon nos âges, selon nos expériences. C'est-à-dire, si je suis dans la séduction, si je suis dans l'érotisme pur, je vais utiliser ce vocabulaire. Si maintenant j'ai un rapport à soi-même, si je suis pas coupée de moi-même, je vais peut-être avoir besoin de plus aller vers de la tendresse, vers de la légèreté, vers l'humour. Et je pense que le langage va aller de pair avec ce qu'on a envie d'expérimenter ou là où on en est. Voilà. Mais absolument, vous avez raison. On peut avoir des moments où on va avoir envie d'être un peu plus cru, des moments où des moments où on a envie de dire des mots d'amour aussi. Ça peut aussi être très excitant, les mots d'amour durant le Covid. Oui, puis après, si vous avez un partenaire qui est vraiment basé sur la séduction, il va vouloir avoir des mots qui vont penser vous exciter, alors qu'en fait, ça va vous freiner parce que vous avez envie de quelque chose d'un peu plus sincère, alors qu'avec quelqu'un qui est plus dans la profondeur, tous les mots vont avoir un effet drôle, même les mots vifs vont pas prendre la même saveur parce que la relation, elle est un petit peu différente, et du coup, voilà. Donc, je dirais aussi que c'est l'approche qu'on y a dans les mots et dans la personne, dans ce qu'elle incarne et dans ce qu'elle a envie de transmettre. Mais vous le dites bien, Célia, il y a des mots qui freinent et des mots qui excitent. Et sûrement que les bons amants, et ça c'est aussi bien masculin qu'un féminin, les bons amants ont compris les mots qui peuvent exciter ou freiner. Peut-être, comme je l'évoquais tout à l'heure, en fonction du degré d'excitation. Parce qu'on ne dit pas les mêmes choses. Je ne vais pas te dire tel mot très cru dans un moment où on est simplement en train de se caresser dans quelque chose qui est une approche. Mais dans le fond, on devrait le dire, c'est un peu comme si on ne se connaissait pas. Et il faut commencer un peu chaque fois, comme si, tiens, t'es un inconnu, une inconnue. Moi, je demande souvent à des patients, un couple qui ne se retrouve pas en amour, je vais vous demander de vous considérer comme un inconnu. Tiens, vous dites bonjour monsieur, bonjour madame. Oui, ce vous voyez, ça peut être très heureux. Ça peut être vous voyez, mais attention, là, on se heurte toujours à quelque chose. Je vois dans beaucoup de couples, ah oui, mais on n'aime pas jouer, ou il n'aime pas jouer, ou souvent... Il y a plein de blocages comme ça. Il y a plus d'hommes qui n'aiment pas jouer. Bon, mais je veux dire qu'à ce moment-là, le jeu de rôle... et le jeu de rôle, c'est drôle. Voilà. C'est-à-dire que ça va être, si on était des inconnus, et bien à ce moment-là, la progression de l'excitation ne va pas mettre les mots les plus crus au début, qui vont peut-être être bloquants parce que, notamment dans la progression qui est en général pas la même au niveau masculin et féminin, une femme va se laisser aller petit à petit, ou à ce moment-là, d'ailleurs certaines le disent, mais un quart d'heure plus tard, il n'y a aucun problème pour que tu me dises telle chose très très crue, et peut-être même que tu me tapes la fesse, mais je suis une autre. Voilà. Et c'est ça, je crois, que les bons amants, et à travers les mots, comme vous le dites, c'est les mots qui vont nous donner des indications. Les mots utilisés par l'autre montrent le degré de progression dans l'excitation. Et puis je dirais aussi par l'écoute, c'est-à-dire qu'en fait, si l'autre, par ses mots, il s'excite lui-même et qu'il est cru pour vous et qu'il veut pas l'entendre, ça montre aussi l'indication de l'échange, voilà, parce que si vous redonnez un change à quelqu'un qui est cru et vous lui donnez 2-3 mots crus, il faut dire on va jouer le jeu. Certains hommes peuvent être refroidis, dire j'aime pas ça, mais ils vont pas avoir le problème de le donner en disant dans leur considération, dans leur construction, ça c'est excitant par rapport à des croyances ou des systèmes dans lesquels séduire ou plaire, c'est forcément ça. Oui, et mais donc, je crois, voilà. Célia, j'ai envie de conclure sur cette phrase que connaît forcément Philippe Breneau, c'est Lacan qui l'a dit, il n'y a pas de rapport sexuel. Et ça veut bien dire que dans ce moment de sexualité, on est très proche de soi
et finalement pas si proche que ça de l'autre. Tellement il y a l'excitation qui quelque part est de l'ordre de la pulsion, et donc on peut déborder, si je puis dire, sans le faire exprès. On peut ne plus être dans le consentement sans le faire exprès. Et je crois qu'il faut avoir cette indulgence-là si on veut continuer à ce que la sexualité ait toute cette merveilleuse capacité justement à nous apporter du bonheur à l'instant T, et puis voilà tout, quoi. Oui, et effectivement, le cru, c'est aussi du spontané, et donc c'est aussi se laisser aller à la pulsion du moment, alors jusqu'à quel stade on peut accepter. Et on a une part animale en nous qui peut, à ce moment-là, nous donner envie de mordre, de griffer, d'insulter. Et dans la part animale, moi je rajouterais au niveau des mots, je demande même aux auditeurs, aux auditrices, de rajouter les mots qui n'en sont pas, c'est-à-dire les onomatopées. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire mais je ne vais pas parler, ou c'est un acte, je fais l'amour mais on ne parle pas. Eh bien, je veux dire, à ce moment-là, vous allez rajouter des cris, des petits gémissements, ce qui indique la progression et qui montre, tiens, c'est pas en tout début que je fais ces gémissements-là, ça montre bien que je suis passé à un autre niveau dans lequel tu peux rugir, puisque moi j'ai gémi de telle façon. Et alors, je vais donner un dernier conseil important pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont un peu du mal justement avec les mots du sexe durant le coït. Quand vous vous masturbez, que vous êtes donc seul, allez-y. Essayez de dire des choses et vous serez assez surpris, parce que au début vous allez peut-être avoir du mal, mais vous verrez que vous direz des mots que vous n'auriez peut-être pas imaginés, et ça va ouvrir peut-être un peu... Il faut fermer les portes et les fenêtres. Oui, il faut fermer les portes et les fenêtres. Et mettez-vous peut-être des boules caisses, comme ça vous n'entendrez pas les mots que vous prononcez, si vous voulez. Non mais vous êtes d'accord, Philippe? Oui, mais bien sûr. Ça peut être le bon conseil pour conclure cette émission. Mais bien sûr, parce que les mots vont libérer des pulsions. Et crier, mais même, je dis conseil à toutes les femmes surtout, et même les hommes, dans la jouissance. Mais pourquoi ne pas crier? La plupart des hommes ne disent pas un mot pendant cette jouissance, éjaculation. Eh ben, on peut très bien oser dire, on laisse sortir quelque chose d'autre. C'était Lautréamont qui disait, à ce moment-là, il faut qu'il sorte quelque chose, qu'un liquide s'écoule, de la sueur, des larmes, du sperme, du sang, peu importe, il faut que ça sorte. Allez, on termine sur ces paroles. Merci à tous et à toutes. Et puis, on continue bien sûr sur Sud Radio, comme tous les jours, à parler vrai. Et là, vous retrouvez Alexandre Delovan. Demain, on sera avec Ariane Calvo. On va changer complètement de sujet, puisqu'on va revenir sur nos blessures d'enfance, et on va essayer de penser nos blessures d'enfance. Et quand je dis penser, c'est penser avec un A et non pas penser avec la tête, hein, bien sûr. Et puis on termine par le mot sexe, hein? On peut oser le prononcer. On arrive encore à le dire, celui-là. Espérons qu'on va pouvoir le dire encore quelques décennies. Je vous embrasse, à demain.